Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Asha Sumput et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore, 100 000 francs CFA, 150 € à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Au Cameroun, des femmes jonglent formation, création d'entreprises et représentation de leurs concitoyens. Une femme aujourd'hui doit chercher sa part d'argent, chercher l'argent, ne pas rester à la maison. Engouement pour la culture bio à Nairobi, la capitale du Kenya, surfe sur la vague de l'agriculture urbaine. Nous cultivons de tout, mais nous encourageons particulièrement la culture de légumes provenant des zones rurales. C'est pourquoi vous pouvez voir la plupart de ces variétés ici. Le Bénin tient tête au changement climatique et aux inondations grâce à un système d'alerte précoce. Nous sommes souvent inondés sans qu'on s'y attende. Les inondations détruisent nos récoltes et tuent beaucoup d'enfants. Direction l'ouest du Cameroun pour ce premier reportage qui nous emmène à la rencontre de femmes déterminées. Ces femmes au foyer ont décidé de gagner leur autonomie financière à travers des formations et de nouvelles activités. À la clé, un développement personnel et économique qui a même donné à certaines d'entre elles la confiance de se lancer dans des mandats politiques. Aboubakar Sidik Mounchili, notre correspondant au Cameroun, s'est rendu sur place. Regardez. Les femmes ont vraiment pris le destin ramène dans le département de l'Ouest à l'ouest du Cameroun. L'ambiance quotidienne ici au marché de Fumban en est l'une des illustrations parfaites. Plus nombreuses que les hommes, elles sont partout et mènent toutes sortes d'activités. Ce n'est pas bien qu'à nos jours-ci, les femmes restent encore bras croisés. Toute femme aujourd'hui doit chercher sa part d'argent, chercher l'argent, ne pas rester à la maison. Ça fait 13 ans aujourd'hui que je fais le marché, le commerce. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie et je suis fière. Une fierté, fruit de l'effort et de l'ingéniosité de ces femmes qui autrefois manquaient souvent quoi faire, faute de formation et d'opportunités. C'est d'ailleurs le sens du combat que mènent les pouvoirs publics et ce qui a mené le docteur Adamou Damjoya, alors maire de la commune de Fumban, dans le cadre du syndicat de communes du Noun, à mettre sur pied un processus d'encadrement et d'autonomisation des femmes dans la région et au-delà. Ce processus a été fait en partenariat avec l'école africaine d'éthique qui est toujours une institution du docteur Adamou Damjoya. Et dedans, nous avons un programme, le programme Université Pouakoune, un programme qui de nos jours encadre, anime les femmes à monter des petits projets, à essayer de capitaliser leurs ressources et puis à s'institutionnaliser, c'est-à-dire de femmes seules, elles se mettent en groupe, créent des associations. Ces associations, dans un processus, deviennent des GIC. Ces GIC deviennent des fédérations. Et ces fédérations ont créé alors ce qu'on appelait la Fédération des Pouakoune, qui existe à nos jours. Ces associations, réunies en fédération et bâtir autour de l'entraide et la solidarité, sont presque partout dans tout le département. Chacune d'elles compte pas moins d'une centaine de membres. Et l'association m'a rendu telle que vous me voyez là. Parce que chez moi, mes enfants vivent bien, je n'attends rien de personne. Moi, je vole de mes propres ailes. Moi, je fabrique du savon à base des produits naturels, produits de base. Parce que nous avions suivi cette formation-là. Et ça m'aide beaucoup. Véritable lieu d'encadrement des femmes entre les femmes et par les femmes, les résultats parlent d'eux-mêmes ici. Moi particulièrement, j'ai reçu beaucoup de formations. Formation de la femme au foyer, formation de la femme dans la société. Parce qu'en fait, au départ, j'étais ménagère, épouse de payou.
Et j'ai suivi des formations des femmes politiques. Et ça m'a permis d'être conseillère municipale pour 2 mandatures aux côtés du docteur Adamou Damdjoua à la commune de Foumban. Et je suis aujourd'hui, je suis passée de suppléante à députée honorable à l'Assemblée nationale grâce à ce rassemblement de femmes. Pas un pas sans les femmes. Dans la commune de Fumbot, par exemple, une autre localité de la région. On ne peut prendre aucune décision dans la commune de Fumbot sans associer les femmes. Et tout ce que nous préconisons, c'est avec les femmes que nous le faisons ensemble. Avec l'implication des femmes dans le processus de prise de décision et la formation de ces dernières à des différents métiers en vue de leur autonomisation, le maire et ses adjoints sont convaincus de faire un pari gagnant pour la réussite de leur mission et l'atteinte des objectifs de développement. Alors si on veut beaucoup gagner, il faut commencer par rendre ces femmes autonomes. Donc cette autonomisation de la femme, ça nous permet de rendre Fumbot compétitive avec les autres villes parce que nous avons plus de 55% de notre population ne sont que les femmes. Vous voyez, pour une commune de 41 conseillers, nous avons facilement 11 femmes qui sont des conseillers, mais pas n'importe quel conseiller, les femmes dynamiques dans le conseil. Et ces femmes, ces conseillers qui se rabattent maintenant dans les villages, dans tous les villages, pour essayer de tenir la main à leurs sœurs, pour qu'ensemble, qu'elles émergent avec la décentralisation qui est arrivée. Comme à Fumbot, à Fumban ou encore dans les autres communes de cette région du Cameroun, des partenaires privés qui dispensent des formations pointues sont très souvent sollicités pour accompagner cette volonté des élus locaux de donner les moyens aux femmes de faire conséquemment face à leurs défis actuels et futurs. Nous avons reçu 20 femmes qui nous ont été proposées par la mairie de Fumbot. Avec ces femmes, nous travaillons presque tous les jours de la semaine. Nous avons un programme de formation qui s'étale sur 3 filières. Nous avons une première filière qui est l'art culinaire. Dans l'art culinaire, nous avons la gastronomie et nous avons la transformation agroalimentaire. Celui-là, c'est un tronc commun. Donc, toutes les apprenantes, de les amener à avoir des connaissances et de pouvoir utiliser ces connaissances pour pouvoir être autonomes financièrement. Des initiatives qui contribuent à améliorer la situation de la femme au Cameroun ces dernières années, même si de nombreuses disparités restent perceptibles. La volonté politique, les efforts que mènent certaines femmes elles-mêmes, les initiatives comme celle du syndicat des communes du Nord vont être déterminants pour généraliser ce mouvement d'autonomisation féminine dans tout le pays. 2 femmes africaines et non des moindres sont en lice avec 3 autres candidats pour prendre la tête de l'Organisation du commerce mondial. Il s'agit d'Amina Mohamed, ministre du Sport et de la Culture du Kenya et excellente connaisseuse de l'organisation. Elle se trouve en forte concurrence avec la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, une économiste du développement, ancien ministre des Finances. Le processus de nomination entre actuellement dans sa phase finale. Nous revenons à l'île Maurice, confrontée, vous le savez, à une crise environnementale. Le Japon a envoyé 5 représentants pour enquêter sur le naufrage du vraquier japonais enregistré au Panama, le MV Wakashio, au mois de juillet. Et l'armateur Mitsui a annoncé une contribution de plus de 9 millions de dollars pour la protection des espaces de mangroves et de coraux touchés par les coulées de fioul que contenait le cargo. Pour parler de l'impact du désastre sur les espaces protégés, la faune et la vie économique des populations, je suis rejointe depuis l'île Maurice par Amina Gurib Fakim, chimiste et ancienne présidente de la République. Madame Gurib Fakim, merci de nous rejoindre sur Business Africa pour évoquer les effets du naufrage du MV Wakashio. Quel est l'impact de la marée noire sur l'environnement et la faune? On a notamment évoqué des morts de dauphins. Vous savez, pendant des semaines, il n'y a pas eu de mort de dauphin. Mais quand on a décidé de faire couler la partie, je crois que c'est la partie avant du bateau, quelques jours après, on a constaté des dauphins, des cachalots et des bébés dauphins. Ça, c'est encore plus grave, morts sur le littoral sud.
Mais ce qu'on ne voit pas, c'est les petites espèces de plantes, la faune marine qu'on ne voit pas, et nécessairement, ces faunes et flores seront impactées, ça c'est sûr. Et ce qu'il faut aussi faire ressortir, c'est que cette huile est une huile nouvelle, parce qu'on ne connaît pas vraiment l'impact de cette huile dans des eaux tropicales. Comment pensez-vous qu'il faut aborder la question des compensations ? On doit vraiment procéder avec une étude vraiment au pain fin pour qu'on puisse accumuler ce qu'on appelle les pièces justificatives à terme qu'on va utiliser dans une cour de justice parce qu'on va réclamer évidemment des compensations. Mais compensation, c'est une chose pour peut-être essayer de sauvegarder davantage la faune et la flore, mais il y a aussi compensation pour ces pêcheurs qui dépendent de cette mer pour leur suivi. Et là, on sait aussi, on a entendu d'ailleurs, il y a le Lancet qui a publié un rapport pour dire que ces gens-là souffrent de problèmes pulmonaires. Alors, comment évaluer tout ça? Il y a des choses qui sont tangibles sur lesquelles on peut mettre un prix, mais il y a d'autres qu'on ne peut pas mettre un prix. C'est hors prix. Alors, que devraient faire les autorités à l'avenir pour éviter ce type de désastre? Quel est le rôle du régulateur? Vous savez, le IMO, le International Maritime Office, a un rôle très important à jouer parce que si ce bateau transportait de l'huile, lourde ou pas, est-ce que le régulateur n'aurait pas dû imposer que cette huile doit être véhiculée dans un bateau à double coque? Il y a tellement de questions à poser au pays où ces bateaux sont enregistrés. Et évidemment, il y a aussi un rôle très important au niveau de nos autorités ici à Maurice, parce qu'on ne veut pas se dédouaner du fait que les radars peut-être ne fonctionnaient pas et les institutions n'ont pas réagi avec promptitude. Alors tout ça, ça fait un cocktail très dangereux au niveau des questions que nous avons comme citoyens, mais aussi à terme quand on va commencer à régler la note pour le nettoyage et ça va se chiffrer dans des centaines de millions de dollars. Merci Amina Gharib Fakim. 59%, c'est le pourcentage de la population rurale en Afrique subsaharienne, un chiffre qui a bien décliné depuis les années 60 quand ils étaient plus de 85%. Les Africains sont de plus en plus nombreux à migrer vers les villes et certains ont décidé d'emmener dans leur bagage leur savoir-faire ancestral pour cultiver la terre. Résultat, des fermes urbaines comme ici à Nairobi. Peter Wakaba est allé à la rencontre de ceux qui cultivent au milieu du béton. Selon les données de la Banque mondiale, 70% des populations pauvres dans le monde vivent dans les zones rurales, avec l'agriculture comme seule principale ressource de revenus et d'emplois. Avec la tendance à l'exode rural, beaucoup d'entre eux se sont récemment mis à exporter leurs techniques agricoles de la campagne à la ville et ont ainsi créé une nouvelle tendance, l'agriculture urbaine. C'est ici, dans la grisaille de la jungle urbaine, que nous rencontrons Francis Wachira, un agriculteur urbain qui, comme ses plantations, survit comme il peut au milieu du béton. Lorsqu'il n'est pas en train de former le prochain groupe de jeunes fermiers kényans, il s'occupe de ses cultures. Nous cultivons de tout, mais nous encourageons particulièrement la culture de légumes provenant des zones rurales. C'est pourquoi vous pouvez voir la plupart de ces variétés ici. Il y a aussi quelques herbes très importantes, du maïs et de la canne à sucre, comme vous pouvez voir ces personnes en ramasser. Nous avons toutes sortes d'herbes. Je me rappelle qu'il y a quelques années, des Américains sont venus ici. Ils ont essayé de compter les différentes variétés de plantes que nous avions. Ils ne les ont pas toutes identifiées, alors ils ont arrêté. Depuis maintenant 10 ans que Francis prend soin de son jardin, ses herbes et ses légumes ont conquis des clients fidèles toujours plus nombreux, pour la plupart des voisins. Certains d'entre nous préfèrent les légumes frais. On ne sait jamais ce qu'on achète au marché et quand ça a été récolté. Parfois, ce n'est pas bon. C'est pourquoi, en général, on préfère les légumes de ce petit jardin. Le marché existe déjà ici. Il n'y a pas besoin de chercher un marché. Tous ces gens de la communauté sont devenus mes clients. Quoi que vous produisiez, les clients sont déjà là.
La croissance urbaine rapide et l'augmentation de l'insécurité alimentaire qui en a découlé ont entraîné une augmentation de ce type d'agriculture dans les cités. Il faut ajouter à cela l'engouement pour une alimentation plus saine et biologique, même parmi les classes modestes de la société. La sensibilisation accrue aux méfaits de l'alimentation industrielle sur la santé est l'une des motivations principales des cultivateurs urbains pour faire pousser leur propre nourriture. Nous aimons ces légumes car nous les plantons nous-mêmes, sans engrais chimiques, mais seulement avec du fumier de poulet et de lapin. Les autres légumes ne sont pas aussi bons et faciles à cuisiner. On aime ces légumes parce qu'ils sont bio. Les autres ont des résidus chimiques et industriels. Francis, devenu célèbre grâce à sa petite ferme, a suscité la curiosité d'une jeune génération d'étudiants, venus parfois de très loin et désireux d'apprendre et d'imiter son succès. L'agriculture est une activité qui porte de nombreux fruits. De l'argent pour les études, l'alimentation. Quand je retournerai dans ma communauté, je pourrai leur dire que cette récolte peut être mangée. Ceci peut être mangé. La demande est si forte qu'elle a même attiré l'attention de multinationales et d'organismes internationaux qui cherchent à tirer profit de cette tendance. Amiran est la branche kenyane d'un conglomérat britannique, Balton CP. Présent au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda, en Zambie, au Ghana et au Nigeria. Cette société œuvre à aider les petits fermiers d'Afrique à augmenter leur productivité en implantant des technologies modernes comme l'irrigation et les serres. Le kit de culture Amiran a été développé avec notre équipe au Kenya pour accroître les rendements en Afrique et pas uniquement ici. In it, we include the 3 pillars for success that are missing right now in Kenya. Ce kit comprend 3 piliers indispensables au succès qui manquent actuellement au Kenya et qui comprennent la formation des fermiers, la transmission du savoir-faire, un accompagnement en ligne, les instructions d'un guide de culture, ainsi que les conseils spécialisés d'agronomes sur le terrain. Hormis la réussite de ces efforts pour encourager l'horticulture au Kenya, le groupe a eu un impact important sur l'agriculture à petite échelle du pays, particulièrement dans les milieux périurbains. Il a même reçu 2 prix pour sa contribution à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Nous avons reçu le prix de champion de l'année 2012 et 2013 des objectifs du millénaire pour le développement qui influencent tous les secteurs. Ils aident même à éradiquer la pauvreté et la faim et à améliorer les soins maternels et la nutrition. Il est vrai que pour de nombreux cultivateurs, les plus jeunes en particulier, l'innovation et l'utilisation de ces technologies sont les attraits principaux pour passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture lucrative, notamment grâce à la proximité et à l'engouement du marché urbain. Je souhaite avoir une grosse entreprise, mais pas que ça. Mon objectif est avant tout de conserver la qualité des produits que vous avez vus ici. Si seulement je pouvais changer la façon de penser des Kenyans. Parce que quand les gens viennent nous voir, nous leur disons que nous n'avons rien à leur apprendre. Nous changeons juste leur façon de faire les choses et leur vision sur le sujet. Si j'arrive à atteindre cela, je serai un homme satisfait. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas atteindre mon but tout seul, je veux le faire avec toute ma communauté. Voilà un projet tout juste sorti de terre qui a de beaux jours devant lui. Et alors que de nombreux pays d'Afrique luttent encore pour leur sécurité alimentaire, l'exemple de ces Kenyans pourrait bien faire des émules sur tout le continent. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. J'en viens maintenant à la question de COVAX, qui est le système mondial d'allocation du futur vaccin contre le coronavirus. Ce vendredi, la phase des premières participations financières pour les pays participants se clôture.
172 pays sont engagés dans cette initiative qui repose sur l'autofinancement des achats de vaccins par les pays riches et un mécanisme d'aide pour les pays à bas revenus. Une quarantaine de pays africains vont bénéficier de cette mutualisation. 230 millions des premières doses seront réservées au continent. L'Angola a annoncé son intention d'adhérer à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITIE. Cet été, l'Ouganda est devenu le 26e membre africain de l'initiative. L'ITIE, née en 2003, comprend 54 États membres. Elle vise à généraliser une norme mondiale de gouvernance des ressources pétrolières, gazières et minérales. Depuis le début du mois, les portes de l'Afrique du Sud sont à nouveau ouvertes aux visiteurs. Il y a 6 mois, le pays, très affecté par le coronavirus et son impact économique, s'était imposé un confinement très rigoureux. Le gouvernement veut maintenant renverser la tendance et a annoncé qu'il portait toute son attention au sauvetage de la compagnie aérienne nationale South African Airlines au bord de la faillite. Nous partons maintenant dans la vaste plaine côtière du Bénin où la population a toujours vécu d'aquaculture et d'agriculture. Mais le changement climatique a changé la donne. Avec des inondations dévastatrices en 2010, le pays a décidé de prendre la menace à bras-le-corps avec un système d'alerte qui fonctionne, comme l'a constaté Lorraine Rimondi dans ce reportage au sud du Bénin. C'est au sud du Bénin que vit la majeure partie de la population, là où sont situées les grandes villes comme Cotonou, la capitale économique, et Porto Novo, la capitale administrative. C'est là que se déploie une vaste plaine côtière constellée d'une multitude de fleuves, dont le Niger et l'Ouémé. Des villages vivent là depuis toujours, de pêche et d'agriculture. Mais depuis quelques années, cet environnement fertile se fait de plus en plus menaçant. Tout le monde garde en tête les terribles inondations de 2010 qui avaient fait 46 morts et 680 000 sinistrés. Victime du changement climatique, le Bénin se voit confronté à des intempéries dévastatrices causées par les fortes pluies et des crues de plus en plus fréquentes, comme dans ce village d'Agégué, dans la basse vallée de l'Ouémé. Nous sommes souvent inondés sans qu'on s'y attende. Les inondations détruisent nos récoltes et tuent beaucoup d'enfants. L'école, la salle communale et les habitations ont été inondées plusieurs fois. Là, le risque pour ces populations est qu'en période de crue, l'eau monte dans les chambres, dans les maisons, tout ça là, et il faut forcément évacuer les populations pour éviter les grandes catastrophes. Face à de telles menaces, le chef de l'État a décidé de réagir pour prévenir ces crises et permettre une meilleure gestion des risques. Avec le projet SAP, Système d'alerte précoce, inspiré de ce qui a déjà été fait au Kenya et de l'expérience des Pays-Bas, le SAP permettra d'anticiper les risques d'inondation, mais aussi les périodes de sécheresse ou les tempêtes, grâce à un dispositif qui comporte des alertes graduelles, passant du vert pour une situation normale au rouge pour un danger imminent. C'est le cas aujourd'hui avec le début de la petite saison des pluies. Les scientifiques sont en ébullition car la situation est potentiellement dangereuse pour les riverains des 12 communes. 3 jours plus tôt, les observateurs qui relèvent matin et soir le niveau de l'eau sur des piquets gradués ont observé une élévation anormale du fleuve. Des données qui sont envoyées à la cellule d'alerte chargée de faire les prévisions en temps réel. Le graphe que vous voyez là met en relief au fait la prévision des inondations au niveau du fleuve le Bonou. Là, vous voyez ce que c'est les observations, c'est-à-dire que c'est les informations que nous avons reçues de nos lecteurs au niveau de au niveau de la station de Bonou. Et là, en rouge, c'est la prévision que nous avons faite. Donc la prévision elle est faite sur 3 jours, et c'est ce que vous voyez là. Quand l'alerte est donnée, les maires doivent faire évacuer les berges et mettre les habitants à l'abri. Cette alerte rouge montre que le niveau de l'eau a monté jusqu'à ce que l'eau sorte de son lit pour commencer progressivement à rentrer dans les maisons. Et il faut que nous avertissons l'ANPC, l'Agence nationale de la protection civile, en tant que gestionnaire des catastrophes au Bénin, puisqu'ils ont un plan de contingence. Et ce sont eux qui prennent les dispositions. Ils savent ce qu'il faut faire sur le terrain. Les effets du changement climatique représentent un risque vital pour les riverains.
Mais c'est aussi un coût. La catastrophe de 2010 avait entraîné des dommages estimés à 127 milliards de francs CFA, près de 200 millions d'euros, et avec aussi des impacts pour les populations, exemple avec le fleuve Niger. Lorsqu'il y a débordement, nous n'arrivons pas à canaliser ce fleuve et ça emporte des récoltes, ça emporte des habitations, ça crée le désarroi à toutes les populations qui sont autour. Or, en ce moment où nous parlons de l'emploi des jeunes, nous avons fait beaucoup de dépenses pour aménager les vallées et ils se cultivent plein de cultures vivrières. Alors, vous voyez, le déficit de la culture vivrière, ça met en cause, en quelque sorte, la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. Ça met en cause l'emploi des jeunes. Et donc, nous allons rechercher des ressources qui sont très importantes, de l'ordre de plus de 95 milliards, pour pouvoir aménager les digues, parce que nous avons déjà fait une partie, mais c'est un problème de ressources, pour aménager les digues tout le long du fleuve du Niger, par exemple, et ça nous permettra de contenir, en cas d'inondation, de contenir le fleuve dans son lit. La commission de modélisation économique des impacts et de l'intégration des changements climatiques, créée par le gouvernement, elle devra prévoir l'impact économique et le coût de l'intégration des changements climatiques dans le budget de l'État. Une décision politique qui implique la mobilisation de plusieurs ministères. La commission qu'on vient d'installer est un outil que nous mettons non seulement en place pour la coordination des décisions, mais pour prendre des décisions beaucoup plus professionnelles. Parce qu'aujourd'hui, la croissance que nous recherchons ne doit pas être une croissance erratique. C'est une croissance durable, stable. Et qui parle de stabilité, parle aujourd'hui de la gestion du changement climatique. Le Bénin est l'un des 11 pays d'Afrique à bénéficier du projet SAP appuyé par le PNUD. Et sur le long terme, l'ambition affichée est de travailler avec ses voisins d'Afrique de l'Ouest. D'ores et déjà, le pays fait figure de pionnier, au-delà même du continent, preuve d'une réelle volonté politique de prendre son destin en main. Plutôt que d'être des assistés humanitaires, essayons donc d'anticiper ces risques de façon professionnelle et de manière à les intégrer dans nos prévisions budgétaires. C'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa, à vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 100 000 francs CFA, 150 €. Il s'agit du jeu numéro 534. Tous à vos crayons, écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Que cultive Francis Wachira, agriculteur kényan? De tout, des fruits, des légumes. Deuxième question. Où vit la majeure partie de la population béninoise? Au nord du Bénin, au sud du Bénin, au centre du Bénin? Vous connaissez les réponses. Vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre page Facebook. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses bien sûr. Ce jeu par exemple est le numéro 534. Le gagnant recevra 100 000 francs CFA, 150 € par mandat. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 527. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question. Où se trouve le siège de l'OAPI? Réponse, Yaoundé. Deuxième question. Que produit la société Vlisco? Le tissu wax. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour Initiative Africa. Je recevrai l'éco-activiste Ofi Adrori, fondateur du réseau Eagle, qui lutte contre le trafic des espèces sauvages en Afrique. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur nos chaînes Facebook, Vimeo et YouTube. Et suivez-nous sur notre compte Twitter @AfricaShows. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa TV Show. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.